Sud Radio, 17h-19h, Judith Belair, Frédéric Brindel. Coucou les amis, encore 3 jours à passer ensemble pour les vraies voix de Sud Radio et c'est un plaisir de vous accompagner. Pourquoi vous rigolez ? On décompte, c'est le décompte avant la rentrée. C'est un plaisir de vous accompagner pendant vos fins de journée tous les jours, chères auditrices et chers auditeurs, de 17h à 19h, n'est-ce pas Frédéric Brindel ? Mais oui, alors 2 heures de détente, mais pas que. Ah bah oui, non. Parfois enlevé, parfois enjoué. Telles sont les vraies voix de l'été. J'ai fait en sorte que ça rime. Ça rime en prime. Voilà, avec bien sûr le sommaire captivant, Judith Belair. Oui, notre grand débat à 17h30. À la rentrée, toutes les écoles, collèges et lycées devront organiser 3 séances obligatoires par an sur l'éducation à la vie affective et à la sexualité. Pour clarifier les choses et rassurer les familles, la ministre de l'Éducation, Elisabeth Borne, souhaite qu'une réunion soit tenue dans chaque établissement en début d'année pour expliquer le contenu de ces séances, répondre aux questions des parents et dissiper les idées reçues. Ces cours visent à aider les élèves à se connaître, à respecter les autres et à comprendre le consentement dans un débat sécurisé pour aborder des sujets parfois délicats. Alors, encore une mission pour les enseignants et de nouvelles formations prévues pour le 2e trimestre 2025. Parce que ces thèmes éminemment intimes doivent être maniés avec professionnalisme et surtout avec tact. C'est là qu'est l'os, hélas. Mais les jeunes, souvent déboussolés par leur accès sans filet à la pornographie via les écrans, doivent être aidés, ça c'est sûr. Nous vous poserons la question sur le compte X de Sud Radio. L'enseignement de la vie affective et sexuelle à l'école est-elle une bonne idée ? Oui, ça dépend. Non. Allez-y. Et vous votez, vous nous appelez aussi au 0826 300 300 pour donner votre opinion. Puis notre coup de projecteur à 18h40. Dissolution ou pas dissolution ? Les Français, eux, semblent avoir tranché d'après un sondage IFOP. Près de 6 sur 10 y sont favorables et la moitié pense même que c'est inévitable. François Bayrou, lui, joue sa survie politique avec un vote de confiance prévu le 8 septembre. Mais derrière ces chiffres, un constat, 74% des Français estiment qu'un rejet du gouvernement montrerait que notre pays est devenu ingouvernable. Et si aucune majorité claire n'émerge après de nouvelles législatives, ça me fait bafouiller. Oui, 68% pensent qu'Emmanuel Macron devrait carrément démissionner. Ils assurent tous, comprenez les députés de l'opposition, qu'ils ne voteront pas la confiance au gouvernement Bayrou. Alors Emmanuel Macron devra nommer un nouveau Premier ministre qui sans doute ne parviendra pas à obtenir une majorité à l'Assemblée nationale. Que faire ? Dissoudre une nouvelle fois l'Assemblée pour dégager une majorité ? Pas évident. D'où la question que nous vous posons sur le compte X de Sud Radio, comme 63% des Français. Êtes-vous pour la dissolution de l'Assemblée nationale ? Allez-y, votez, n'hésitez pas. Et puis, nos éditorialistes du jour, c'est moi qui hésite. Allez Frédéric, je vous laisse la parole du coup. J'aimais bien le nénésite. Oui, je nénésite, tu nénésites. Tout va bien. C'est le milieu de semaine. Nous accueillons justement quelqu'un qui va nous aider, Judith. Oui, à apprendre à parler. Un expert en communication chez Step Conseil. Samuel Botton, bonsoir Samuel. Bonsoir Frédéric, bonsoir Judith. Bonsoir Samuel, bienvenue. Et puis on est aussi... allez-y Frédéric. Je le fais aussi. Oui, allez-y. Alors j'ai l'honneur et l'avantage de vous présenter une conseillère d'arrondissement LR chargée à Paris, notamment de l'Observatoire des parents et de l'école. Elle est à la fois vraie voix ce soir, mais aussi experte dans l'un des débats que nous aurons. Il s'agit, mesdames et messieurs, de Corinne Tapiro. Bonsoir. Bonsoir Frédéric, bonsoir Judith et bonsoir aux auditeurs. Et bonsoir monsieur Bonsoir Botton. à vous. Qu'est-ce qu'on est poli ce soir. Incroyable. C'est votre première en duo tous les deux. Ouais. Ça va coller, je vous connais, ça va coller. J'en suis certain, ça va être un débat passionnant. Allez, 0826 300 300, vous le savez, vous pouvez nous appeler, participer à cette émission. Nous accueillons Sarah qui nous appelle de Bellegarde. C'est dans le Gard. Bonsoir Sarah, bienvenue. Bonsoir Judith, bonsoir Frédéric, bonsoir à toute l'équipe. Bonsoir. Madame la professeure. Madame la professeure des collèges, oui. Ah non, madame le professeur, ça c'est encore un barbarisme. L'Académie n'a jamais entériné ça, c'est un effet de mode qui est absolument... Et ben voilà. Je ne faisais que répéter bêtement. Alors qu'on se le dise, cette émission va être exigeante au niveau de la diction. Il va faire attention. Ouais. Alors Sarah, vous allez pouvoir nous corriger pendant toute l'émission puisque vous allez rester avec nous. C'est le concept de l'auditeur fil rouge. Et puis vous allez commencer d'ailleurs par un coup de gueule, contre la ministre de l'Éducation, Elisabeth Borne, qui veut mettre en place une IA pour aider les professeurs. En fait, si vous voulez, son discours, il me faudrait au moins 25 coups de gueule par rapport à ce qu'elle a dit dans ce discours.
mais on va se concentrer sur l'IA. Alors, il y a une première chose qui est quand même très comique, c'est que elle nous dit qu'il faut faire entrer l'IA pour assister les professeurs. Alors, les professeurs ont en général minimum bac plus 5, voire pour moi bac plus 12. Moi, j'ai 60 ans, je suis pas la seule. On n'a pas besoin d'être assisté pour faire des cours, sinon ça se saurait. Donc, c'est remettre en question la compétence d'un personnel on est le maximum catégorie A de toute la fonction publique. Alors, faut pas exagérer, donc c'est une marque de mépris à notre égard. Deuxièmement, c'est une aberration qu'elle contredit elle-même. C'est-à-dire que l'IA, c'est du généraliste, et un peu plus loin dans son discours, elle dit qu'il faut une attention personnalisée aux élèves. Donc elle se contredit elle-même. Et ensuite, troisièmement, je pense qu'il vaudrait mieux s'occuper d'urgence de l'intelligence naturelle, parce que comme vous le savez peut-être, on a mesuré l'irruption du numérique tout azimut et n'importe comment depuis une dizaine d'années dans l'éducation a fait baisser le QI moyen du français et notamment des élèves. Et qu'on continue à leur filer des tablettes, alors que dans la Silicon Valley, il y a bien longtemps que tout le monde a refusé, les Steve Jobs et autres ont refusé les tablettes et outils électroniques pour le bon vieux stylo. Ben nous, c'est exactement le contraire. Et on vient nous dire qu'il faut encore plus d'IA, alors que nos gamins sont de plus en plus vieux à cause de tous ces systèmes numériques. Et qu'en plus, moi je suis prof de français, je leur fais des nouvelles. Ben maintenant, c'est terminé. Avec l'IA, je ne peux plus leur faire écrire rien du tout. Alors que c'était une tâche terriblement productive. Enfin, de manière générale, c'est une aberration. Oui. Le numérique, sortez-en vite, parce que les gamins ne savent plus écrire. Et il est plus urgent, plutôt que de dire ce genre de choses, de remettre des heures de français, des heures de maths pour des gamins qui ne savent plus lire et écrire. Voilà. Alors, Sarah, déjà pour tout vous dire, avec Judith, on avait pensé un débat. C'est peut-être d'ailleurs un débat possible qu'on va se refaire, parce que c'est vrai que ça prendrait plein de temps. Vous êtes professeur de français, ok, mais j'imagine le professeur d'histoire géo qui a peut-être besoin de se replonger sur une époque napoléonienne, je ne sais quoi, ça peut peut-être servir. En tout cas, Judith, il y a des avis autour de la table. A priori, Corinne, vous êtes assez d'accord avec le fait que ça soit une aberration, cette IA introduite? Moi, je pense que toute l'interview de Madame Borne était une aberration. Ouais. D'abord parce qu'elle n'a pas parlé de l'essentiel, qui est de remettre les élèves au centre du dispositif et d'assurer leur réussite. Je dois rappeler qu'on a quand même reculé entre 14 et 22 places dans tous les classements internationaux. Alors, donc ça, on en a parlé hier. Il y aura notre débat aussi là-dessus. Donc vraiment sur l'IA. C'est vraiment. Ouais. Non, mais ce qui est inquiétant, c'est qu'on est mauvais en maths. On n'est pas capable de comprendre un problème rapidement. Donc, si on fait appel à l'IA, c'est que peu à peu, on va remplacer les enseignants par l'IA. Est-ce que c'est l'idée? Est-ce que c'est l'IA simplement pour les enseignants qui, de fait, ne seraient pas capables de faire débroussailler leur cours tout seuls? Je pense que s'ils en sont arrivés là, c'est qu'ils ont quand même un petit niveau, faut pas exagérer quand même. Et que c'est au-delà de méprisant, c'est montrer qu'on ne connaît pas le système éducatif. Ça suffit de dicter des trucs depuis la rue de Grenelle. Et puis en plus, l'IA doit apprendre aux enseignants à voir comment un enfant a compris ou pas compris. Alors, ça, moi, j'avais pas entendu ça. Juste, il y a un truc quand même, c'est que l'IA, ça facilite un certain nombre de tâches, ça fait gagner du temps aussi sur d'autres. On peut aussi dire ça, Samuel. Alors, je vais parler aussi en tant qu'enseignant, alors non pas de collège ou d'école, mais dans l'enseignement supérieur. Mais aujourd'hui, je suis navré du traitement que vous avez fait de l'IA, mesdames. De le présenter comme un grand méchant loup qui allait remplacer un professeur, alors que pas du tout, c'est pas la question. Toute l'idée, c'est de venir améliorer la qualité de vie au travail de ces gens-là, de leur faciliter la vie et de leur amener un soutien. Aujourd'hui, n'importe quel professionnel, et au-delà de l'éducation, qui vous dit qu'il n'utilise pas l'intelligence artificielle au quotidien, c'est un menteur. Ça fait gagner du temps quand c'est bien utilisé, et surtout, à aucun moment, ça ne se substitue à l'enseignement que je peux prodiguer à mes élèves. Donc aujourd'hui, vouloir mettre les enseignants dans cette situation, c'est une très bonne chose. Mais toute la question, et c'est là qu'il faut être précis, ce n'est pas l'IA qui est là pour faire un cours ou pour monter un cours. Elle est au service d'un humain. Une intelligence artificielle et les questions de technologie doivent s'appréhender avec l'humain au centre. Et à partir du moment où c'est fait comme ça, il n'y a strictement aucun problème. Au contraire, je l'encourage. Et alors, je vais vous faire bondir, mesdames. Il se trouve que sur mes enseignants de master, je leur recommande même d'utiliser l'IA. Ma chère amie, vous parliez tout à l'heure du fait de faire écrire aux étudiants des dissertations et que c'était plus possible. J'ai pas parlé d'écrire. Pardon, c'était l'enseignante. Donc je vais vous répondre, ma chère madame. Sarah, en l'occurrence, moi j'y arrive très bien avec mes élèves. Il suffit de leur donner un papier, un stylo, rien d'autre autour, et ils n'ont pas le choix, ils écrivent. C'est aussi simple que ça. Et je vous invite vivement à vous renseigner sur l'intelligence artificielle. Avec un petit effort, vous verrez que ça va beaucoup vous plaire. Oui, mais il y a débat. On aurait dû le faire, ce débat, Alors, Judith. J'avais fait un spécial IA plusieurs fois. J'en ai fait plusieurs fois pendant le mois de juillet. Pour les vraies voix du 19 à 20h, et j'ai reçu notamment, je sais plus quelle justement start-up qui explique
expliquait que l'IA fonctionne en fonction de ce qu'on lui envoie, effectivement. Donc si on lui envoie une idée structurée, qui est déjà préstructurée, en fait, le résultat va juste effectivement de gagner 1 heure ou 2 heures de temps sur la rédaction d'une idée qui est déjà évidemment claire, mais qui va prendre beaucoup trop de temps, et ça laisse le temps de faire autre chose. Et il y a une chose que l'IA n'a pas, c'est la volonté. Donc, mais c'est très vrai ce que vous dites. Voilà. Alors, mais quand même, je trouve que c'était super intéressant. Sarah, on vous retrouve parce qu'à 17h30, vous avez entendu, on a le débat notamment sur la vie affective et sexuelle enseignée aux élèves à l'école. Donc, vous êtes notre auditrice fil rouge. Merci en tout cas pour le sujet. On aurait dû le faire. Dans un instant, on va le faire. Il nous reste 2 jours, 3 bientôt. Enfin bon, bref. Oui, 3. À venir, allez, dans un instant, les 3 mots de l'actu évidemment de Magid Deimat, et puis l'info vacances de Paul Vinel. Vous restez avec nous, il est 17h14. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons radio. 17h, 19h, Judith Belair, Frédéric Brindel. Et à 17h17, ce sont les 3 mots dans l'actu de Magid Deimat. Les vraies voix Sud Radio. Et bonsoir Magid. Bonsoir Judith, bonsoir Frédéric. Bonsoir Magid. Alors, vos 3 mots du jour, Magid. Soutien, ravageur et rentrée. Et oui, Emmanuel Macron mise tout sur Bayrou avant le vote de confiance. Il lui exprime son soutien sans réserve. Et il n'y a pas que Macron qui lui apporte son soutien. Patrick Martin, président de la MEDEF, s'est également exprimé dessus lors de son discours, lors duquel il critique un retour de l'ISF qui, selon lui, serait ravageur pour l'économie. Et enfin, à quelques jours de la rentrée, Elisabeth Borne vient de réaliser un discours au menu sécurité et durcissement des examens. Les vraies voix Sud Radio. Votre premier mot, soutien, car le président de la République sort du silence et soutient son Premier ministre. Et oui, à moins de 2 semaines d'un vote qui peut faire basculer Matignon, Emmanuel Macron met tout son poids dans la balance. Il apporte un soutien total à François Bayrou, comme nous le confirme Sophie Primas à la sortie du Conseil des ministres au micro de l'AFP. Alors oui, le président de la République a évoqué en tout début d'intervention la situation politique et les enjeux auxquels notre pays fait face. Puis après, il est revenu une 2e fois sur le sujet, apportant son total soutien sur la démarche et le fait qu'il ne faut pas se tromper, il faut qu'on se mette d'accord sur les enjeux. Et oui, Sophie Primas, à la sortie du Conseil des ministres au micro de l'AFP, le président insiste sur 2 priorités. Produire plus et dépenser mieux l'argent public. Une ligne qui dit partager avec son Premier ministre. Une manière de préparer les esprits à la cure d'austérité annoncée pour 2026 avec 44 milliards d'euros d'économies à la clé. Côté majorité, Gabriel Attal a promis, je cite, « Je ferai tout pour aider François Bayrou à rester Premier ministre ». Le groupe Renaissance votera donc la confiance. Mais attention, soutien ne veut pas dire carte blanche. Des divergences demeurent sur les jours fériés ou la taxation des plus fortunés. En tout cas, une chose est claire, le président et son Premier ministre sont désormais liés pour le meilleur ou pour le chaos. Bon, Samuel Botton, le duo tient. C'est son meilleur fusible. Contre vents et marées. Tout à fait. C'est son meilleur fusible, c'est un des derniers qu'il puisse activer. Et puis après, sur toute cette séquence, j'ai envie de dire que le meilleur témoignage, on l'a entendu ce matin sur Sud Radio, vous receviez un économiste dont je n'ai pas retenu le nom malheureusement, mais qui racontait comment cette séquence aurait dû se dérouler, c'est-à-dire laisser les débats passer, mettre les parlementaires face à leurs responsabilités, ce qui aurait été une très bonne chose à faire, non seulement vis-à-vis du devoir parlementaire, mais vis-à-vis du peuple, et essayer de trouver des accords. Et de cette manière, aurait pu se passer la reconduction du budget précédent. C'est pas l'option qu'il a choisie, je trouve ça dommage, ça va amener encore plus... C'est une option harakiri, non ? Non. Oui, il le choisit, il veut vaguement croire qu'il choisit la date de sortie, c'est bien, mais ça nous avance pas plus, et je suis pas sûr qu'avec une dissolution, on soit plus éclairé que ça. Corinne Tapireau, Macron, il a dit qu'il soutenait Bayrou, quoi qu'il arrive, jusqu'en 2027. Je pense que c'est pas le soutien le plus intéressant qu'il puisse avoir, parce que je pense que ça va pas trop l'aider. Mais qu'il le soutienne jusqu'en 2027, c'est très bien. Moi, je regrette les propos qui sont tenus dans ces aventures. Nous en appelons à la responsabilité. Je fais confiance aux électeurs pour influencer leurs députés. Mais à quel moment les députés représentent leurs électeurs ? Quand on les voit agir, excusez-moi, depuis des semaines et des mois à l'Assemblée nationale, il y a longtemps qu'ils les représentent plus. Moi, ce qui me dérange, c'est quand on appelle à la responsabilité. La responsabilité aurait été de conduire au moins jusqu'au budget, parce que je vous rappelle qu'on n'a pas de budget, qu'on vient d'enquiller sur le budget 2025, qui a été reconduit à l'identique, et on va pas pouvoir faire ça pendant 107 ans. Et on est paralysé.
Et les propos du président de la République de dire mieux dépenser, non, c'est pas mieux dépenser, c'est arrêter de dépenser. Arrêtons de dépenser de l'argent qu'on n'a pas. C'est impressionnant quand même cette analyse économique. Pourtant, on nous avait dit que c'était le Mozart de la finance. Je ne sais pas où ils ont vu Mozart ou où ils ont vu finance. Bon. Eh bien, votre deuxième mot, mon cher Magid, ravageur. Le patron des patrons, Patrick Martin, a parlé. C'est le patron du MEDEF. Un retour de l'ISF serait ravageur pour l'économie. Et oui, aujourd'hui, à l'ouverture de la grande messe annuelle de la rencontre des entrepreneurs de France, Patrick Martin a lancé un message direct aux élus. Je cite, les décideurs politiques doivent dépasser leur rivalité. Allusion bien sûr aux querelles qui secouent déjà la scène politique depuis l'annonce de François Bayrou. Et justement, un vieux serpent de mer revient dans le débat, le retour d'un impôt sur la fortune. Patrick Martin a haussé le ton sur ce sujet, cela tout à l'heure lors de la rencontre des entrepreneurs de France. On l'écoute au micro de l'AFP. Je veux être clair devant vous, quelle qu'en soit la forme, un retour de l'ISF serait ravageur pour notre économie et nous nous y opposerons. Et oui, selon lui, cette idée régulièrement dans les discussions budgétaires avec la gauche menace l'investissement dans nos entreprises. En bref, Patrick Martin envoie un message. Au-delà des querelles politiques, c'est la confiance des entrepreneurs qui est en jeu. Il y avait de l'écho, ils étaient à Roland-Garros. C'est là qu'ils ont fait. Troisième mot, rentrée. Elisabeth Borne vient de réaliser un discours à l'occasion de la rentrée scolaire. Oui, c'est une rentrée pas comme les autres pour Elisabeth Borne. Malgré le climat politique incertain, la ministre de l'Éducation a sorti son plan d'attaque, 16 milliards d'euros injectés dans l'école. Le message est clair, priorité à la sécurité au niveau scolaire. Première urgence justement, protéger les élèves. Après les drames récents, un conseiller santé mentale dans chaque département sera nommé. Deuxième axe, la bataille numérique. Le portable sera interdit au collège. Et la ministre veut aller plus loin, interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Et enfin, les examens se durcissent. Il faudra désormais au moins 9,5 de moyenne pour accéder au rattrapage. Fini donc les passages automatiques. Le brevet, lui, sera relevé dès 2026. Au sujet du contrôle continu, elle souhaite le revoir. On l'écoute au micro de l'AFP. S'agissant du contrôle continu, je souhaite qu'il soit repensé pour diminuer la pression sur les élèves et l'anxiété, tout en reflétant plus fidèlement leur niveau. Dès cette semaine, une instruction demandera aux proviseurs d'élaborer un projet d'évaluation précisant clairement quelles évaluations seront prises en compte pour le contrôle continu du baccalauréat. En bref, une rentrée marquée par la rigueur et la sécurité, alors qu'à l'Assemblée, c'est bientôt la ministre elle-même qui devra décrocher la moyenne. Merci Magid. Paul Vinel, à vous, votre info de l'été. Les vraies voix Sud Radio. Et soyez bon, mon petit Paul, c'est votre dernière, alors on va pas vous lâcher. Hein. Oui, effectivement, c'est la dernière, malheureusement. Il est excellent, le petit Paul. Oui, merci beaucoup, en tout cas. Bon, vous allez nous montrer. On va voir. Si la dernière est bien, allez-y. Tu vas le faire fouiller après. Allez, vas-y, Paul. Donc, face aux grands incendies qui ont touché le sud de la France ces derniers mois, notamment dans l'Aude et dans le Var, je vais vous parler de Rescue Ops Wildfire, un jeu vidéo français qui change les joueurs en pompiers. Alors, je vous le confirme, on est bien loin des affrontements militaires de Call of Duty ou encore Battlefield. Et donc, ce jeu de simulation fait incarner des pompiers qui combattent des incendies et qui sauvent des vies. Le jeu a été présenté la semaine dernière au salon du jeu Gamescom qui s'est tenu en Allemagne. Le gameplay se déroule dans les collines boisées autour de Marseille où est basé le studio français Exki qui l'a créé. Tony Doublé, le directeur du studio, espère que Rescue Ops contribuera à l'éveil des consciences sur les impacts du réchauffement climatique et bien sûr sur la prévention de la nature. On l'écoute au micro de l'AFP. Le but du jeu, c'est de divertir et de proposer une simulation réaliste, mais nous avons aussi envie de sensibiliser le grand public aux impacts du réchauffement climatique, aux effets dévastateurs des feux de forêt, la rapidité à laquelle ils se propagent. Et en fait, à travers l'émission du jeu, le joueur va vivre tout ça de manière très, très proche, très immersive. Le jeu est donc prévu en accès anticipé fin 2025 sur Steam, Epic Games Store et Xbox PC. Il promet une expérience immersive en solo ou en coopération avec jusqu'à 4 joueurs possibles. Paul, vous savez que je n'ai rien compris à ce que vous venez de dire. Mais non, mais moi j'ai compris une chose, c'est que c'est une révolution. Mais enfin, oui. un jeu vidéo qui soit pas incitatif à la connerie. Exactement. Mais voilà. c'est génial. Il y en a déjà eu. Oui, alors moi, ceux de sport. Mais même au-delà de ça, dans le même style un peu fonction sinon, il y a le publique, backgammon en utilité ligne. générale. Il y avait SimCity. Il y avait ça, mais il y avait surtout des jeux de simulation de ferme agricole où on était à la tête d'une exploitation et on devait veiller sur les récoltes, sur les productions, sur les envois.
Donc j'ai envie de dire, ça rentre un peu dans le jeu pédagogique, voire même d'utilité publique. Et je suis d'autant plus fier que ce soit un studio marseillais qui en soit son initiative. Évidemment. Et on a un Marseillais et une Parisienne ce soir. Écoute, si tu fais allusion au foot, moi je suis absolument hermétique à ce sport. C'est bien, vous ne trouverez pas sur ce terrain. Dommage, vous êtes en position de force là-dessus. Pourtant. Un petit mot pour... Je m'en fiche complètement. Ce n'est qu'un au revoir, Paul Vinel. Ce fut un vrai plaisir de travailler avec vous, une très belle équipe à Sud Radio, et j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver à travailler ensemble. On aura grand plaisir à vous retrouver. Petit conseil d'un vieux con, change pas. C'est exactement comme ça qu'on perce. Merci beaucoup, Move. 17h26 sur Sud Radio. Merci Magid, merci Paul. Vous restez avec nous, chères auditrices, chers auditeurs. Dans un instant, ça va être le grand débat du jour. À la rentrée, toutes les écoles, collèges et lycées devront organiser 3 séances obligatoires sur l'éducation à la vie affective et à la sexualité. La ministre de l'Éducation prévoit une réunion pour chaque établissement afin de rassurer les parents et de clarifier le programme. Chers enseignants, qui veut s'y coller, prêt à parler sexualité, empathie, consentement, amour, avec des jeunes qui de toute évidence consomment un flot d'images les plus indigestes possibles. Il faut faire quelque chose, mais quoi? Et c'est pas simple. La question sur le compte X que nous vous posons. L'enseignement de la vie affective et sexuelle à l'école est-elle une bonne idée? Vous pouvez dire oui, ça dépend, ou non. Et pour en parler, nous sommes avec Déborah Schumann-Antonio, qui est thérapeute en périnatalité et sexothérapeute. Bonsoir Déborah, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir Déborah. Alors, question simple, Déborah, 3 séances par an pour aborder des sujets sensibles. Est-ce que ça suffira à protéger et à éduquer les élèves? Parce qu'ils sont un peu submergés, on a l'impression. Ils sont submergés par l'école? Par les informations, les réseaux et à l'Internet. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Oui, ils sont submergés par d'autres. Donc il faut recadrer tout ça à l'école. Bien évidemment. Voilà. Ça me paraît 3 séances, ça suffit? Ça me paraît un peu court. Ça me paraît un peu court, mais c'est essentiel d'en parler dans un cadre qui, à mon avis, est un cadre sain, ouvert, sans préjugés, dans lequel on a une parole libre. Bien sûr. Eh bien, vous restez avec nous. Ça va être passionnant, cette histoire. Ça va être passionnant. Il est 17h28 et c'est dans un instant. Et c'est passionnant. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Judith Belair, Frédéric Brindel. Ils sont prêts pour le premier grand combat du soir. Samuel Botton, expert en communication chez Step Conseil. Corinne Tapiro, conseillère d'arrondissement et présidente de l'Observatoire des parents et de l'école. Un Marseillais contre une Parisienne. Oh là, c'est chaud. Allez, 17h32, c'est le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. À la rentrée, toutes les écoles, collèges et lycées publics ou privés sous contrat devront organiser 3 séances obligatoires par an sur l'éducation à la vie affective et à la sexualité. Le fameux EVAR, c'est un dispositif qui existe depuis 2001, mais soyons honnêtes, il restait peu appliqué dans beaucoup d'établissements. Pour lever les malentendus et rassurer les familles, la ministre Elisabeth Borne souhaite qu'une réunion soit organisée dans chaque établissement en début d'année pour expliquer ce que ces séances couvrent, répondre aux questions des parents et puis dissiper les idées reçues, car il s'agit d'apprendre aux élèves à se connaître, à respecter les autres et à comprendre le consentement, tout en offrant un cadre sûr pour parler de sujets parfois délicats. L'école s'offre une nouvelle mission. Après le civisme, le sport, l'empathie, voici la vie affective et sexuelle. Nos enseignants seront formés. Auront-ils les aptitudes pour aborder ces sujets que les adultes peinent eux-mêmes à maîtriser depuis la nuit des temps? Mais il y a urgence pour nos enfants, alors qu'au moins 6 enfants sur 10 ont été confrontés à des images violentes ou pornographiques avant la fin du collège. Nous vous posons la question sur le compte X de Sud Radio. Alors, l'enseignement de la vie affective et sexuelle à l'école est-elle une bonne idée? Vous dites oui à 7%. Vous dites ça dépend à 10% et vous dites non à 83%. Voilà la tendance. Faites-la évoluer si vous voulez. Vous êtes assez clair, chers auditeurs. On est avec Déborah Schumann-Antonio. Vous êtes thérapeute, Déborah, en périnatalité et sexothérapeute. Vous étiez avec nous juste avant la coupure et vous avez commencé à nous expliquer pourquoi c'était extrêmement important ces séances en question et pourquoi d'ailleurs 3 ça suffisait a priori pas. Est-ce qu'on peut déjà reprendre sur comment ça se déroule? Parce qu'on sait que les primaires, eux, c'est plutôt justement sur le consentement. Après, début du collège, 6e, 5e, c'est plutôt la puberté, le développement du corps, l'acceptation de soi, si j'ai bien compris. Tout à fait. Et la 4e, on commence l'éducation sexuelle. Il faut savoir qu'en 4e, la majorité des enfants ont déjà vu un film porno. Exactement, et c'est bien un problème, et c'est ce que je constate moi aujourd'hui, même dans les cabinets, c'est qu'on a des adolescents qui sont quand même soumis à des images qu'ils ne sont pas censés voir, en tout cas pas censés voir sans explication. Ils voient des choses qui sont absolument pas la réalité et qui créent ensuite, même quand ils sont adultes, des vrais dysfonctionnements. C'est-à-dire qu'on a des adultes qui aujourd'hui n'apprennent la sexualité
que par les films pornographiques, puisqu'il suffit d'appuyer sur un bouton pour voir un film pornographique. Ça veut dire violence, ça veut dire performance. Enfin, quand je dis violence, c'est un comportement plutôt... Oui, c'est-à-dire qu'il y a du mal aujourd'hui, moi c'est ce que j'entends dans des consultations de sexothérapie, il y a du mal à savoir en fait où se trouve d'abord le consentement. Et puis, j'aime pas parler de normalité, parce qu'il n'y a pas de normalité dans la sexualité. Tout le monde a le droit de faire ce qu'il a envie à partir du moment où c'est consenti. Et ça, c'est essentiel. Mais pour ça, il faut savoir ce que nous avons envie de faire et ce qui nous paraît juste de faire. Donc, il y a bien un apprentissage à un moment. C'est compliqué pour un certain nombre de parents d'aborder ces questions-là, ça paraît évident. On a un lieu dans lequel on apprend un certain nombre de choses. Et donc, l'école, à mon sens, est quand même centrale dans cette éducation. Et en effet, il faut qu'elle soit progressive. Progressive de la maternelle jusqu'à la terminale. Ça veut dire qu'on n'apprend pas la même chose quand on a moins de 5 ans que quand on est un adolescent et qu'on a déjà été soumis à des discussions, des débats ou en effet avoir vu des images. Bon, on a bien compris les enjeux, hein. On va passer l'étape suivante et vous êtes aussi une professionnelle de l'éducation pour les jeunes, Corinne Tapiro, une de nos vraies voix. Oui ou non, c'est le rôle de l'école? Samuel Botton, il y a quand même le sujet de ces enfants qui sont exposés en permanence aux réseaux sociaux et aux films en question, porno ou pas d'ailleurs, mais des choses assez violentes. On a bien vu ce qui s'est passé avec la plateforme Kik il n'y a pas longtemps. Il y a aussi des réseaux sociaux qui prônent la violence et le cassage de gueule, parlons vrai, sur Sud Radio, de gens en direct qui vont en mourir carrément. J'ai l'impression que si l'école prend pas en charge cet enseignement-là, justement, comment on aborde ces sujets-là et comment on se protège aussi, en fait, on va droit dans le mur, non ? Alors déjà, les parents et l'école, ma chère Corinne, ils ont une mission commune. C'est celle du civisme et de laisser des bons citoyens à la suite de la fin de ce processus d'éducation. Sur la question de l'éducation sexuelle et de l'éveil, j'ai entendu un discours du cœur, j'ai entendu un discours de la tête. Maintenant, je vais vous donner un discours de chiffres. D'abord sur la question des IST. Aujourd'hui, vous avez plus 15 000 cas de chlamydia qui ont été recensés chez les 15-24. Alors, il faut dire ce que c'est peut-être. C'est parce que moi, je connaissais les MST. Oui, les infections, ça. C'est les infections transmissibles. Voilà. Sur la question de la contraception, il y a un chiffre qui m'a fait bondir. Vous avez 18% des 16-20 ans qui pensent que le retrait suffit comme méthode de contraception. J'ai vu ça, je suis tombé de ma chaise. Et des chiffres comme ça, je peux vous en citer plein. Il y a 42% des jeunes qui pensent qu'on peut avoir le VIH à travers un baiser. Il y en a qui pensent qu'il y a un vaccin contre le VIH. Vous en avez seulement 35% des 15-24 qui utilisent régulièrement un préservatif. Sur la notion de consentement, 70% des femmes ont déjà consenti à un rapport alors qu'elles n'en avaient pas envie. Et tout ça, en fait, c'est un problème d'éducation. Parce qu'on n'a pas pris ce problème à bras-le-corps. On a laissé passer une génération, alors on parle vrai sur Sud Radio, je vais le dire comme ça, une génération de porcs qui ne sait pas ce qu'est le consentement et qui a donné lieu à tout ce qu'on a vu par la suite. MeToo, un éveil des consciences. Aujourd'hui, vous avez par exemple l'affaire Jean Humbert qui en est un témoin. Donc la question, c'est comment on fait pour pas laisser derrière nous une génération de cas sociaux. Bon, là-dessus, vous êtes d'accord. Maintenant, est-ce que c'est le rôle de l'école et des enseignants en partie d'aborder ces questions-là et de le faire dans un cadre qui soit sécurisé. Après, là où je veux bien vous concéder un peu de terrain, c'est sur le fait qu'effectivement, un enfant de 10 ans ou un ado de 14 ans, il soit pas forcément réceptif à ce type de questions et qu'il puisse les prendre par-dessus la jambe. Mais aujourd'hui, de s'offusquer sur ce qui est proposé pour venir accompagner ces jeunes et nos enfants à des questions de consentement, d'éducation sexuelle, de contraception. Mais vous, en tant que parent, vous pouvez le faire, vous n'avez pas besoin de l'école. Peut-être qu'en tant que parent, moi, je vais vous dire, en tant qu'enfant, je n'étais pas à l'aise d'aborder ces questions-là avec mes parents. Par exemple, quand on dit on va faire venir les parents... Je ne serais pas à l'aise pour le faire avec mes enfants. On va faire venir les parents à une réunion pour leur expliquer les enjeux. Les parents, il n'y a même pas 10% des parents qui viennent à la réunion de restitution des résultats. Qu'on reprenne auditrice. Pardonnez-moi, Sarah, je vous appelle maintenant carrément, j'en perds mon français. Donc justement, l'auditrice en question, elle s'appelle Sarah, elle est avec nous et elle est prof au collège, Sarah. Vous êtes avec nous, Sarah ? Oui, et ça tombe bien parce qu'alors... Ça tombe bien, on vous écoute. J'ai depuis un certain nombre d'années des élèves de 4e. Et on est en plein dans l'éducation sexuelle et je fais un projet sur l'éducation sexuelle avec mon collègue de SVT à travers le théâtre. C'est-à-dire qu'on aborde les problèmes de contraception à travers le théâtre. Je fais ça depuis des années et j'ai aucun problème, contrairement à ce que certains ont dit, mais c'est peut-être moi. Hein. Mais effectivement, Madame Tapiro est un puits de sagesse. Elle a dit notamment que ça dépendait aussi des personnes. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on est en tant qu'enseignante. Moi, il se trouve que j'ai aucun problème avec ça, mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Et je suis très heureuse d'en parler librement avec les enfants. Et ce que dit Samuel est juste aussi, c'est-à-dire que tout dépend du cadre dans lequel vous le faites. Moi, je pense qu'il faut, comme dit Madame Tapiro,
rediviser l'instruction et l'éducation. L'instruction doit être donnée à l'école, et je suis désolée, mais quand un gamin ne sait pas lire et ne sait pas écrire, il n'y a pas tellement d'autres urgences. Mais par contre, qu'on prenne du temps éducatif entre 5 et 6 après les cours pour prendre un temps de dialogue approfondi avec l'infirmière et non pas avec, comme disait Mme Tapiro, toutes ces associations. Les parents ont raison d'avoir peur. Et si Mme Borne les convoque, c'est qu'elle sait très bien qu'il va y avoir des problèmes. Et elle a bien raison. Parce que depuis le temps que, comme elle dit, n'importe qui vient à l'école et on charge encore d'une mission supplémentaire, alors que le cœur de l'école, c'est d'apprendre à lire, ça c'est l'instruction. Et en dehors des heures de cours, avec des spécialistes, avec enfant par enfant. Moi, si vous voyez les horreurs que j'entends suite au passage de ces associations, ah non, faut pas violer les filles, ah ben c'est pas bien, hein. C'est tout ce qu'ils ont retenu et ils en rigolent forcément, il n'y a aucun contenu, il n'y a pas de contenu réel. Moi, je travaille avec mon collègue sur le physique, j'explique, comme disait Samuel tout à l'heure, que un retrait n'empêche pas effectivement une grossesse, et je dialogue. Les gamins viennent me voir, ils me posent des questions techniques, ils me font confiance, c'est comme ça que ça doit se passer. Mais pour ça, il faut du temps prévu, il faut que ça s'organise, et pas avec des grandes déclarations comme ça, c'est tout le temps comme ça, l'éducation nationale. Moi, je dis, revenons à l'enseignement. L'éducation, l'instruction, c'est après, éventuellement avec les parents, mais en tout cas, le problème de fond, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants déshérités qui n'ont pas cette éducation. Donc je suis d'accord, faisons-le, mais pas dans les heures de cours, par pitié. Moi, j'ai perdu une année, une séquence entière de français, 4 semaines, avec des projets fumeux comme ça. Ça suffit. L'école, c'est pas fait pour ça. Donc vous, en tant que professionnel de l'enseignement, vous êtes prête à proposer des ateliers à côté, en supplément. Mais moi, alors je vous entends, Sarah, et on l'a tous compris ici, vous êtes une femme avec une vraie personnalité affirmée, etc. Ça vous pose pas de problème. En revanche, et c'est pour ça que je me tourne vers vous, Déborah Schuchmann, qui êtes, je le rappelle, thérapeute en périnatalité et surtout sexothérapeute, c'est là-dessus que je vous pose la question. Les adultes ne sont pas tous égaux devant ces thématiques. Et il y a la question des professeurs, il y a la question des parents. Chaque adulte ne sera pas égal devant ce thème. C'est bien là le problème. Je suis parfaitement d'accord, et je suis parfaitement d'accord sur l'idée que, en effet, il ne faut pas non plus retirer l'éducation des parents et en disant l'école doit tout éduquer, pas du tout. Mais c'est un binôme. C'est-à-dire que c'est peut-être aussi une opportunité, quand on en parle dans un cadre scolaire, de manière assez neutre, qu'ensuite on puisse revenir en famille, en parler en famille. Il est vrai que c'est très délicat et que je pense que beaucoup d'enfants n'osent pas et n'oseront jamais parler de leur intimité, de leur sexualité. Et la question n'est pas de parler d'intimité, de sexualité d'ailleurs dans ces cours. On parle aussi de consentement, c'est vrai. Mais on va aussi aborder des thématiques autour de la santé des femmes, notamment parler des règles et des douleurs dans les règles. Et ce que plein de femmes, ce que plein de mamans ne savent pas forcément concernant leurs filles, et donc elles ne peuvent pas non plus les aiguiller. Donc il y a aussi des sujets, j'allais dire, d'utilité, à mon sens, hein, mais c'est mon combat, d'utilité publique, d'informer, et donc en effet, peut-être que certains seront pas sensibles, comme vous le disiez Samuel, à 14 ans ou 15 ans, peu importe, la graine est plantée dans la tête et ça suscite des questions et peut-être l'envie d'aller plus loin, et en effet ensuite, en dehors, d'aller voir d'autres professionnels pour en discuter. Mais en tout cas, on ne peut pas laisser la question aujourd'hui dans le silence, quand on voit un certain nombre d'adolescents qui sont agressés ou qui se retrouvent dans des situations impossibles, d'être filmés dans des situations inconfortables et qui n'ont absolument pas conscience aujourd'hui. Et je le dis encore plus que je vois aujourd'hui cette jeune génération qui a 20 ou 25 ans et qui en effet appréhende le couple et la sexualité d'une manière qui est assez affligeante. Comme un challenge, comme une finale de Coupe du Monde. Est-ce que je vais être... On a de plus en plus de jeunes qui nous disent je ne veux pas de sexualité parce qu'en réalité j'ai peur de mal faire. C'est quoi mal faire? Ça veut dire qu'il faut quand même repartir de la base et faire de la pédagogie. Et la pédagogie, c'est pas forcément rentrer. Je pense que c'est ça aussi dont les parents ont peur. Et ils ont raison. On va pas rentrer dans la technicité de ce que c'est qu'un acte sexuel. On va parler d'amour, on va parler de partage, on va parler de respect. Il y a aussi des jeunes filles qui ont peur de faire l'amour parce qu'elles ont peur d'être stigmatisées par leur groupe ou d'être prises en photo à la dérobée par le petit copain et de se retrouver sur les réseaux, etc. Et ça, c'est vrai que cette génération des 20 ans, elle est extrêmement confrontée à ça parce qu'elle n'a pas du tout été préparée, Corinne Tapiro. Je crois que c'est une génération qui a été mal préparée déjà aux réseaux sociaux. Donc, partant de là, forcément, tout dérive. Et c'est vrai que c'est un moyen de pression important et qui participe de ce qu'on appelle le harcèlement scolaire. Et qui est quelque chose d'extrêmement difficile pour beaucoup de jeunes qui, précisément, eux, n'en parlent pas du tout. Et ça dérive souvent très très loin. Non, je crois qu'il y a un vrai problème de société autour des réseaux sociaux, autour du rôle et de la place des parents dans l'éducation de leurs enfants et la relation des parents vis-à-vis de l'éducation nationale et inversement,
puisque les parents, comme les enseignants, enfin en tout cas pour certains, se tiennent dans une certaine défiance. D'ailleurs, je suis parlé avec des enseignants, certains considèrent que les parents au pire sont absents, au mieux sont absents, au pire sont intrusifs. Donc comme ça, il n'y a pas de juste milieu. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué. Je trouve que c'est dommage. Moi, je pense que c'est un ministère. Alors comme on va parler de sujets politiques tout à l'heure, comme celui de la santé, qui ne devrait pas être soumis au clivage politique. C'est-à-dire parce que là, c'est pareil. Une trajectoire si de ça se trouve, la ministre, dans 13 jours, elle n'est plus là. Fini. Voilà, ouais. Alors, moi, je pense qu'on devrait s'entendre. Parce que d'ailleurs, Jacques Chirac il avait fait un constat partagé de l'école. Et à partir de ce constat partagé, il a fait des propositions. On était d'accord ou on n'était pas d'accord. Mais je pense que tous les partis auraient dû s'entendre pour mettre en place un programme qui porte notre jeunesse vers les enjeux que nous connaissons aujourd'hui. Que ce soit en informatique, en tout ce qui va les amener à travailler. Ouais, donc on est d'accord, hein, Samuel Botton, qui a ce projet qui est porté par Elisabeth Borne. Si le gouvernement est remercié, ce qui semble le cas, il va falloir tout reprendre de zéro. Mais je vais reprendre les mots de Corinne. Il faut que ça aille au-delà des partis. C'est quelque chose qui doit perdurer parce que c'est pour un bien commun, c'est d'utilité publique. Ça doit former nos générations. C'est quelque chose, peu importe qui sera le prochain ministre de l'Éducation, peut-être de la gauche d'une manière éphémère ou de droite. Ce projet doit continuer et il doit perdurer jusqu'à ce qu'il soit projet que vous soutenez. Hein, ah oui, totalement, parce qu'à un moment, soit on se cache et on fait comme si on voyait rien, et après on s'étonne d'avoir des générations qui n'ont été préparées à rien, soit on prend directement les problèmes à bras-le-corps, on y va et on rentre en action sur ces questions-là. Sarah, vous êtes encore avec nous ? Oui, je vous écoute. Est-ce que, c'est une question concrète, hein, si elle saute, Elisabeth Borne, parlons clair, est-ce que le programme en question sera quand même appliqué ? Je ne sais pas, parce que si vous voulez, il faudrait. Le problème, c'est que aucun ministre n'a réellement un rôle. Je suis désolée de décevoir nos auditeurs, mais ça fait 30 ans que la politique de l'éducation est définie par les mêmes qui sont dans les bureaux et qui sont là depuis 30 ans et qui sortent projet après projet. Donc chaque ministre se fait simplement l'instrument de communication. Il faut que vous lisiez le livre de Carole Barjon, Les assassins de l'école. Vous avez tous les coupables nommés, ils sont encore en place. Donc voilà, il n'y a rien qui va changer malheureusement et on va s'enfoncer encore plus. Le niveau des élèves est catastrophique. Je ne sais pas si les gens qui nous écoutent se rendent compte qu'un enfant de 11 ans ne sait plus lire un texte maintenant, ne sait plus écrire un texte avec une ponctuation correcte, ne sait pas utiliser le présent de l'indicatif et que maintenant notre société est le reflet de ça. Quand vous ne recevez pas vos affaires, quand vous ne recevez pas une chaudière, c'est parce que les gars ne savent pas lire, ils ne savent pas lire les manuels. On a détruit l'enseignement et tout ça à cause de ces personnes qui sont encore en place. C'est ceux-là qu'il faut virer, pas les ministres. Eux, ils n'y connaissent rien, excusez-moi, mais ils n'y connaissent rien. Déborah Schumann-Antonio va vous laisser le mot de la fin. Ah, c'est gentil de me laisser le mot de la fin. On vous en prie, c'est la fin du débat. Bonne idée ou mauvaise idée ? Pour moi, c'est une bonne idée. Ouais. C'est une bonne idée parce que ce que je vois aujourd'hui, en effet, moi, mon métier, c'est d'avoir un cabinet et de recevoir des gens. C'est en effet la désespérance, des jeunes adolescents, enfin des jeunes adultes qu'on a aujourd'hui et qui, en effet, sont complètement perdus. Enfin, moi, j'ai quand même énormément de gens qui m'expliquent que, en effet, le seul apprentissage aujourd'hui, c'est la pornographie, en tout cas pour la sexualité. Il y a une méconnaissance pour un certain nombre de femmes de leur corps, et de leur intimité. Donc ça, c'est aussi un autre problème. Et puis des parents que je vois également et qui sont démunis face à des adolescents qui aujourd'hui tiennent des propos ou font des choses qui est incompréhensible parce qu'en effet, la sexualité, la question, c'est pas à l'école de dire on va avoir une sexualité plus tôt et mieux accompagnée. C'est surtout qu'on comprenne ce que ça veut dire parce qu'aujourd'hui, on ne la comprend pas et des parents qui ne savent même plus quoi faire et qui, en effet, lâchent complètement la bride et se retrouvent avec des adolescents presque incontrôlables. Donc c'est vraiment pour l'avenir qu'il faut travailler. Pour l'avenir, pour la santé de nos jeunes et pour la santé mentale aussi de toute cette société et des rapports humains parce que le consentement fait partie du rapport humain. Merci beaucoup, Déborah Schumann-Antonio. On vous rappelle que vous êtes thérapeute en périnatalité et sexothérapeute. Merci de votre intervention aujourd'hui sur Sud Radio pour ce grand débat. Et puis, dans un instant, on va se détendre avec de la musique. Et alors, un spécial test, très très spécial concocté par le Brindel. Hein. J'ai une idée. J'ai craint de pire. Ah, c'est une sacrée idée. Ouais. Allez, à tout de suite. Sud Radio, votre avis fait la différence. Les vraies voix Sud Radio, 17h, 19h, Judith Belair, Frédéric Brindel. Et à 17h54, n'est-ce pas, on se fait plaisir sur Sud Radio avec de la musique. Non mais lui, il est mort de rire parce qu'il est tellement content de son idée de blind test. C'est le blind test. Les
vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Le match, à ma gauche, Samuel Botton, et qui assume sa place. À ma droite, Corinne Tapiro, elle l'assume aussi. Et en face de nous, Sarah, notre auditrice, qui semble à l'aise sur tous les... C'est le juste milieu, Sarah. Vous êtes là, Sarah? Oui, alors il faut que j'envoie le jingle. Alors, attendez, on va... Écoutez-moi bien, vous allez avoir 9 extraits. Vous devez ce soir... Alors vous êtes adversaire des ce trois. soir, bon courage. Vous ne devez pas trouver ce soir l'interprète, mais vous devez trouver le pays de l'hymne national en question. J'ai eu, ma chère Judith, alors, cette idée. On a une prof avec nous, donc a priori ça peut le faire. C'est vache. J'ai eu cette idée parce que à chaque année, pour les vacances, on va faire un petit tour d'Europe en famille, tout ça, et je voyais les pays, tout ça, et je dis, mais si, je vais leur faire ça en rentrant. Bon. Ben voilà, il va nous faire ça. Les hymnes nationaux, c'est parti. Il nous faut le pays. 1. Autriche. Pas loin. Allemagne. Ouais. L'Allemagne. Samuel. C'est Samuel, hein. Juju. Moi, j'ai rien entendu. J'ai pas entendu. Vous n'avez pas entendu. Vous n'avez pas entendu, non, Sarah. J'ai pas pourquoi entendu. Je sais pas. J'entends pas. Vous l'avez passé? Là, vous Est-ce que vous entendez pas, l'entendez là? J'entends rien. C'est embêtant si notre auditrice n'entend rien. Alors, on va la rappeler. Donc, je suis obligé quand même de donner le premier point. Oui, parce que déjà, mais on n'a pas dit les règles. Hein. Bah si. Bah si, vous l'avez dit, c'est vrai. Non, moi je pensais que c'était non, mais je gagnais du temps pour que l'auditrice arrive sur le bon téléphone. C'était bon ça. Alors, fallait jouer le jeu. 1-0-0 pour Samuel, même si Sarah est partie avec un handicap. Mais Sarah nous entend. Sarah, vous nous entendez? Sarah est avec nous. Oui. Sarah, vous nous entendez? Alors, si on remet de la musique derrière, allez, on va essayer comme ça. Remettons l'allemand. Ils vont être contents, nos amis allemands. On remet l'allemand. Vous entendez, Sarah? Ouais, là, j'entends. Ok. Ouais, alors bon, ça, c'est on l'a entendu a priori. Donc ça, c'était Das Deutschlandlied. Das Deutschlandlied. Voilà. Ah oui. Allez, numéro 2. Amérique. Non, c'est Amérique. Merci, Sarah. Alors Sarah. Samuel, vous avez répondu vite. Sarah a également répondu vite. Tournez sa langue cette fois dans sa bouche, il paraît. Tout à fait. Voilà, donc c'est Sarah 1, Samuel 1, Corinne 0. It was, of course, the United States anthem. Allez, numéro 3. Brésil. Oh oui. On a des experts sur le plateau. Il y a quelques années de Coupe du Monde derrière moi. On sent le footballeur. C'est Brasil. Ah, bravo. Bravo, Samuel Botton. Hino nacional brasileiro. Oh. Alors maintenant, c'est moins sexy. Hein. Numéro 4. La Suisse. Non, pas loin. C'est la Suède. Oui, la Belgique, Sarah. La Belgique, la Brabançonne. Ouais. C'est sexy aussi. Non, ah bon? Bah oui. Bon. Moins que le Brésil. Il fait moins chaud, quoi. Bon, allez, on va passer les détails. Moi, numéro j'aime 5, les frites. Oui. Il me faut le pays. Il me faut le pays. L'Angleterre, Royaume-Uni. Bah, elle l'a dit avant. C'est Corinne. Bah voilà. Corinne, 1 point. Il y a un hymne, il y a un suspense terrible. 2 pour Samuel, 1 pour Corinne, 2 pour Sarah, et il reste 4 extraits. On va pas au bout. On y va. Si on va aller au bout. Italie. C'est le plus joli. Samuel a été allez, très on rapide. enchaîne Dès parce qu'il y a une qu'on est en équipe de retard, foot, là. il est Numéro fort. 7. Ah, on va faire genre de Russie. Non, pas du tout. La Nueva. Autriche. Non, Non. plus. L'Espagne. Oui. Merci. Espagne. Espagnol, vous entendez pas enfin? Alors, normalement, il n'y a pas de parole. Il y en avait à l'époque de Franco. Donc, on a ressorti le vieil. C'est toujours la même. 4 pour Samuel, qui a priori va gagner s'il trouve. Numéro 8. La Portugal. Non, c'est pas la Grèce. C'est pas le Portugal. C'est pas en Europe. C'est pas la Nouvelle-Zélande. La Russie. Non, c'est pas la Russie. C'est la Tunisie. Tunisie. Eh ben oui. Oui. Allez, numéro 9. Ça, c'est dur.
Estonie. Non, c'est pas l'Estonie. Ah, c'est les Jeux Olympiques à Sud Radio. Hein? C'est pas l'Inde? Non. C'est pas loin. C'est en Asie. Pakistan? Non. Chine. Japon. Japon. Sarah. Bravo Sarah. Le vainqueur est Samuel, Bravo, 4 Sarah. points. Sarah, deuxième, 3 points. Et Corinne, 1 point. Voilà. Merci beaucoup Sarah d'avoir participé à ce jeu avec nous, 0826 300 Il est 300. pile? Oui, il est pile, mais surtout on est en retard là vraiment parce qu'il est pas pile, je pourrais pas faire le top horaire du coup. Allez, à tout de suite. Il est 18h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Judith Belair, Frédéric Brindel. Deuxième heure, deuxième mi-temps, deuxième joute et deux vraies voix. Samuel Botton, expert en communication chez Step Conseil. Hein, tout à fait. Ça fait un petit jingle. Et puis Corinne Tapiro, conseillère d'arrondissement LR et président à Paris, hein, et présidente de l'Observatoire des parents et de l'école. Ils sont prêts, Judith. 0826 300 300, vous pouvez nous laisser des messages ou parler en direct sur Sud Radio. Il y a Laurent qui nous appelle de Bergerac qui nous a laissé un message, on l'écoute. Mon coup de gueule, ce serait où les hommes politiques pensent uniquement à eux, mais jamais aux Français. Ils pensent toujours à leur réélection et le peuple, ils n'en ont pas forcément rien à faire en fin de compte. Eh ben, le peuple en a rien à faire. Je pense que vous êtes d'accord. Enfin, ils en ont rien à faire du peuple plutôt. Ce qui est inquiétant, c'est de voir les politiques toujours plus préoccupés par le coup d'après. Et ils sont toujours dans la prospective de leur avenir personnel et pas du tout dans la prospective du pays. Et c'est bien dommage. Samuel Botton. C'est totalement illustré, le propos de Corinne, par la situation que nous vivons actuellement, où chacun semble jouer sa propre partition, sans se demander s'il devrait peut-être pas aller parler à son voisin, essayer de trouver des accords et de faire avancer ce gouvernement, parce que ce que les Français ont demandé, c'est que tout ce petit monde se mette d'accord et se mette à bosser. C'est pas encore le cas. Alors après, de là à dire tous, bon, c'est toujours facile de dire tous. En tout cas, c'est le système des partis qui veut ça. Je ne sais pas si c'est le système des partis, mais en tout cas, c'est une Assemblée nationale qui est complètement désorganisée, sans cap. J'aime pas ce mot bordélisation, mais bon, voilà, il faut mettre le bazar partout le coup d'État pour permanent. Plaisir. Et sans structure. Moi, je m'amuse à regarder toutes ces grandes gueules là, de l'Assemblée nationale sur Twitter. Ils ne tweetent que sur l'étranger, enfin précisément sur Gaza et la Palestine. Pour ce qui est des affaires intérieures, ils ne tweetent rien. C'est quand même inquiétant. Et on vit une situation qui est inquiétante. Et ça, franchement, moi, je comprends pas. Dans notre coup de projecteur, dans un instant, vous restez avec nous, chers auditrices, chers auditeurs. On revient tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Frédéric Brindel. 18h16, c'est l'info en plus. Les vraies voix Sud Radio. Magid, dans une lettre adressée mardi 26 août, c'est-à-dire hier, à Benjamin Netanyahou, Emmanuel Macron a répondu aux accusations du Premier ministre israélien qui l'accusait d'alimenter le feu antisémite en France. Et oui, avant ça, aux États-Unis, on le rappelle, Trump a rappelé qu'il réglerait le problème au Moyen-Orient en 3 semaines. Mais oui, le président français rejette toute instrumentalisation de l'antisémitisme. Ça, il l'a dit ce matin. Ouais, il l'a dit le matin, oui. Il rappelle que la protection des Juifs de France est une priorité absolue depuis le début de son mandat. Emmanuel Macron maintient sa volonté de voir émerger un État palestinien démilitarisé et vivant en paix aux côtés d'Israël, une position qu'il présente comme la condition d'une paix durable au Proche-Orient. Selon le président, l'engagement inédit pris par la France en faveur de la Palestine résulte d'une indignation face à un désastre humanitaire épouvantable à Gaza, que rien ne saurait justifier. Et justement, aujourd'hui, avec nous, pour en parler sur Sud Radio, Arnaud Klarsfeld, avocat et auteur. Il était justement l'invité ce matin chez nos confrères de CNews. Bonjour, monsieur Klarsfeld. Bonsoir Arnaud. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Je vous ai écouté ce matin. Vous m'avez impressionné parce que vous avez dit, écoutez, j'ai 3 arguments et c'est comme si vous aviez démonté les arguments du président de la République. Le premier argument, c'était quoi sur la France qui n'est pas antisémite, qui ne l'a jamais été? Moi, je me rappelle déjà plus ce que j'ai dit. C'était, si, j'ai repris la lettre de Macron et j'ai donné les éléments qu'il donnait. C'est-à-dire qu'il avait dit que la France et la République française a toujours lutté contre l'antisémitisme. C'est en partie vrai, en partie faux, puisque pour Vichy, c'était aussi la France. Il y avait une autre France qui était à Londres, et l'autre France, c'était aussi la population française nourrie de valeurs républicaines et de charité chrétienne, qui a permis aux 3/4 des Juifs de France de survivre en intervenant, en les cachant, en protestant, etc.
Mais l'affaire Dreyfus, c'était sous la Troisième République, c'était pas sous les Mérovingiens. Donc là, il se trompe. Les autres arguments, je vais pas refaire la liste, mais en lisant la lettre, on a l'impression, même pas on a l'impression, en lisant la lettre texto, Israël est responsable de l'antisémitisme en France et Israël est responsable de la situation dans laquelle elle se trouve au Moyen-Orient. Alors qu'en France, ceux qui sont antisémites, ce sont les islamistes et leurs sympathisants. Et ça, Emmanuel Macron n'en parle pas. Il dit que l'antisémitisme vient de l'extrême droite et maintenant d'une partie de l'extrême gauche. Et il ne dit même pas, il ne prononce même pas le mot islamiste. Ça, c'est incroyable quand même pour quelqu'un qui est passé par l'ENA, qui est président de la République et qui est censé constater une situation. Alors que les Juifs en France n'ont pas été chassés des banlieues par l'extrême droite ou par l'extrême gauche. C'est pas l'extrême droite et l'extrême gauche qui les persécutent à l'école. C'est pas l'extrême droite et l'extrême gauche qui les a tués comme Mohamed Merah à Toulouse ou à l'Hypercacher. Ce sont les islamistes et leurs sympathisants. Et là, il y a un refus d'obstacle, comme un cheval qui s'arrête devant l'obstacle et qui veut pas le franchir. Soit parce que il veut pas, il veut pas aller demander à un cheval pourquoi il veut pas sauter. Et ben c'est la même chose. Le président de la République, le président de la République fait un refus d'obstacle sur l'antisémitisme qui provient des islamistes. Quant à Israël, on a l'impression en lisant la lettre qu'il suffirait que Israël signe un accord sur un bout de table et que la guerre s'arrêtera, alors que les voisins d'Israël ne sont pas Andorre, Saint-Marin ou Monaco. Les voisins d'Israël, c'est le djihad islamique, le Hamas, qui, d'ailleurs, il ne fait pas pression sur le Hamas. Le président de la République, chaque jour, il devrait dire au Hamas, écoutez, vous avez perdu la guerre, libérez les otages, abaissez les armes et allez vous faire voir ailleurs, quoi. Israël est prêt même à vous accorder la vie du moment que vous partez ailleurs. Eh ben non, il fait pression sur Israël, alors qu'Israël est l'allié de l'Occident et l'allié de la France. Alors justement, c'est aussi incompréhensible. On va refaire une petite remise en contexte sur la lettre d'Emmanuel Macron, qui est en fait une réponse aussi à la lettre, aux diverses lettres qui viennent de s'envoyer ces temps-ci. Il y a notamment aussi hier la lettre de l'ambassadeur américain, Charles Kushner, qui a envoyé lui-même une lettre du coup au président pour lui dire que la France ne travaillait pas dans le bon sens, en tout cas contre l'antisémitisme. Et puis ce matin, il y a la prise de parole de Trump, Samuel Botton, qui dit qu'il va régler lui le conflit en 3 semaines. Donc tout cela est extrêmement lié. Est-ce qu'on peut débroussailler un peu tout cela? Oui, ça fait 6 mois qu'il dit qu'il va régler le conflit en 3 semaines. On y a même cru à un moment. La réalité, c'est que Donald Trump est en train de découvrir ce que sont les relations diplomatiques à l'international et sur plein de terrains. Je peux penser aussi au conflit avec la Russie et l'Ukraine. Sur cette question plus particulièrement, je pense qu'à aucun moment il n'a la main pour une simple et bonne raison. Si Netanyahou est encore là malgré les défaillances de sécurité du 7 octobre, c'est parce qu'il a un intérêt à la guerre, un intérêt politique qui lui permet de rester en place et qu'à la minute où elle s'arrête, il a bien compris qu'il va devoir rendre des comptes à la population israélienne qui a été ce jour-là meurtri dans sa chair et qui a dû remobiliser de nombreux soldats pour aller au front. Toute une génération qui n'aura pas connu une jeunesse apaisée. Et à un moment, ça va forcément poser problème. Sur la question de la lettre d'Emmanuel Macron et de la réponse qu'il fait à Netanyahou, ma foi, rien ne me choque là-dedans. Pour une simple et bonne raison, on reste assez factuel sur ce qui est dit. Et puis après, ce n'est pas nouveau de découvrir que les relations diplomatiques entre les présidents français et les premiers ministres israéliens sont relativement chaotiques, au moins sur les 20 dernières années. Corinne Tapireau, c'est comme si, et Arnaud Klasfeld, en expliquant et en réexpliquant ses arguments, a mis dans une situation évidente Emmanuel Macron de mauvaise gestion de la question. Tout le monde est en train de reprocher au président de la République ça. Ce qu'on peut reprocher au président de la République, c'est ce qu'on reprochait tout à l'heure aux politiques qui ne pensent qu'à leur avenir. Lui, il est exactement dans ce cas de figure sur ce dossier. La difficulté avec Emmanuel Macron, c'est qu'après le 7 octobre, ça devait être le 8-9, il voulait une grande coalition antiterroriste contre le Hamas. Je rappelle quand même que le Hamas est considéré comme organisation terroriste par le Conseil de l'Europe depuis 2001. Donc ça, il l'a oublié. Maintenant, il leur fait un cadeau magnifique. Ce que je crois surtout, c'est que Emmanuel Macron passe son temps à donner des conseils au monde entier,
alors qu'il est à la tête d'un pays en faillite économique, en faillite morale et en faillite politique. Donc je pense qu'il ferait bien de rentrer un petit peu dans son Élysée, de convoquer son petit monde, de calmer tout le monde et de calmer Monsieur Barrot qui est quand même un vrai agité et qui fait à chaque déclaration une Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères. Exactement, l'étranger ou le fameux étranger aux affaires. Mais moi je suis pas d'accord du tout sur cette façon de vouloir remontrer son tort. Il y a de toute façon clairement et évidemment un conflit relationnel entre Netanyahou et Macron, parce que Macron voudrait bien qu'on lui obéisse, mais Netanyahou, il est Premier ministre de son pays, il fait ce que bon lui semble, oui, avec l'accord de son gouvernement de sécurité, de son conseil de sécurité, pardon. Et d'autre part, je ne suis absolument pas d'accord. Netanyahou a très bien dit, après la guerre, il rendra, comme tous les autres, des comptes sur ce qui s'est passé. Donc on ne peut pas accuser tout le monde. Eh ben, elle dure longtemps parce qu'ils ont 40 les otages, elle s'arrêterait tout de suite. Bien sûr. Voilà, ça suffit de dire. Il y a un moment, il n'y a rien qui empêche aussi de se mettre devant ses responsabilités. On va redonner la parole à Arnaud Klarsfeld pour conclure ce débat. Justement, Arnaud, la parole est à vous. Qu'est-ce que vous avez envie de dire après ce que vous avez entendu à l'instant? Moi, j'ai besoin d'une question. Je ne suis pas intelligent. J'ai besoin d'une question. Arnaud, je l'ai, la question. Est-ce que vous êtes une voix entendue, écoutée? Est-ce que vous allez demander à échanger avec le président de la République? Parce que en ce moment, sur cette question, il doit rendre des comptes et il est en situation de problème. Écoutez, je lui avais proposé d'aller à la manifestation contre l'antisémitisme. Il m'avait pas répondu. Il aurait mieux fait de m'écouter. Il y a un moment, il y a eu une lettre assez désagréable pour lui qui a circulé. Vraiment, moi, je suis pas insolent quand je parle, mais je dis ce que j'ai à dire, mais sans acrimonie envers le président de la République. Mais il y a une lettre signée de moi qui a circulé et qui n'était pas de moi et qui était vraiment désagréable. Je lui ai envoyé un mot pour lui dire, malgré nos différences sur le Moyen-Orient ou sur Israël, cette lettre n'est pas de moi. Il m'a répondu en me disant, quand tu veux, on se voit pour discuter du conflit. Mais j'ai pas besoin de le voir pour discuter du conflit. Je sais sa position. Sa position est de s'opposer à Israël pour exister internationalement, et peut-être qu'il considère que c'est dans l'intérêt de la France d'avoir de bonnes relations avec le Qatar, l'Arabie Saoudite. C'est eux qui achètent finalement les Airbus, c'est eux qui achètent les armes, c'est pas Israël. Israël n'a pas grand-chose à offrir, sinon, disons, une alliance contre le terrorisme islamiste et être en ligne de front pour l'Occident. Oui. Mais sinon, financièrement, et à l'ONU, je ne sais pas combien il y a d'États arabes, il y a 1,5 milliard de musulmans, il y a 15 millions de juifs. Donc, parfois, si on ne considère pas à long terme les intérêts de la France, c'est-à-dire de combattre l'islamisme radical, de rester pour un temps, en tous les cas, à moyen terme, parce que le long terme, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Il peut y avoir une météorite géante comme celle des dinosaures. Mais au moins, à moyen terme, de rester sur notre identité nationale, qu'elle ne change pas trop vite. Eh bien, si on ne considère pas ça, eh bien, on voit les intérêts immédiats, c'est-à-dire les monarchies du Moyen-Orient, le Qatar, l'Arabie Saoudite. On a bien compris. Ouais. Ok. Voilà. Bon, merci alors, Arnaud. Voilà. Merci beaucoup Arnaud Klarsfeld d'être venu intervenir aujourd'hui. On rappelle que vous êtes avocat et écrivain et que vous nous avez bien éclairé sur ce sujet. Restez avec nous, votre voix compte sur Sud Radio, vous le savez. Dans un instant, vous allez pouvoir entendre nos vraies voix et leur tour de table. À tout de suite. Sud Radio, 17h, 19h, Judith Belair, Frédéric Brindel. Jusqu'à présent, tout allait bien puisqu'ils intervenaient dans un débat que nous mettions là, comme ça, devant vous, les auditeurs de Sud Radio. Mais maintenant, nos vraies voix, vous allez les écouter, vous proposer leur sujet. Samuel Botton d'un côté, expert en communication, et puis Corinne Tapiro, conseillère d'arrondissement à Paris et présidente de l'Observatoire des parents et de l'école. 18h31, le tour de table des vraies voix. Buenas tardes, amigos. Vous voulez une petite blagounette qu'on m'a raconté ce week-end? Mais non, qu'est-ce que c'est qu'une douche sans eau? Je sais même plus. Une douche. J'ai rien compris. Le tour de table de l'actualité.
Alors Samuel Botton, ça tombe bien parce que moi je vais bien comprendre ce que vous avez raconté. La WWE vient d'arriver en France pour une semaine qui s'annonce historique tant économiquement que sur le plan de divertissement. C'est une entreprise qui est étroitement liée au président américain. C'est du catch, hein, c'est ça? Tout à fait. Zarak et le Petit Prince, vous n'avez pas connu, vous étiez trop jeune. Il faut autre chose aussi. Alors déjà, je voulais vous prévenir, cette cascade va être réalisée par un professionnel. Oui. S'il vous plaît, ne faites pas ça chez vous. C'est le message d'introduction de la WWE depuis des années. Donc le catch, une discipline haute en couleur, scénarisée aussi, avec une bonne dose de violence. Quelques noms connus, Hulk Hogan qui nous a quittés il y a pas longtemps, The Rock, Batista, John Cena, Stone Cold, tous passés par le cinéma. Et en France, c'est super connu. Hein. C'est super connu. Que des gros noms. Mais oui, c'est super connu. Dwayne The Rock Johnson, l'acteur le mieux rémunéré de Hollywood. Dwayne, on sait qui c'est. Ouais. Donc en France, et Pete Townshend, il est toujours bien, Pete Townshend, non? Je sais pas qui c'est. Mais par contre, Dwayne Johnson, il fait des très jolies vidéos où il se fait maquiller par ses filles. Il est ravissant. Il est quand même de monter sur le ring. Donc tout ça pour vous dire, ramener ça en France avec, au début des années 2000, la génération NT1 Catch Attack, et on va bientôt rentrer dans l'ère génération Netflix. Pourquoi? Parce que la WWE a signé un accord de diffusion avec la plateforme, et notamment pour la France à partir de 2026. Et enfin, vous parlez finalement de la France. Pourquoi? Parce que c'est peut-être le seul moment où les Américains nous regardent envieux par rapport à notre public, par rapport à nos chiffres économiques vis-à-vis de cette fédération. Quand la WWE est venue l'année dernière, ça a été à peu près 2,5 millions d'euros de chiffre d'affaires sur 2 shows, avec des records qui ont été battus pour des salles de taille moyenne. Et enfin, tout ça pour dire qu'il y a énormément d'enjeux politiques à la WWE. Pourquoi? Parce qu'il se trouve que la femme du fondateur de la fédération a été ministre de l'éducation de Donald Trump, que Donald Trump en son temps est monté lui-même sur le ring. Il a une tête de catcheur en plus. Oui, il était bien représenté à l'époque, et il a rasé la tête du fondateur de la WWE. Bref, c'est devenu un passage obligé dans la pop culture. Je pense à Logan Paul et Aisha Speed pour les influenceurs. Je pense à Travis Scott et Bad Bunny qui sont eux-mêmes montés sur le ring. Et John One Shoot. Travis Scott, il est monté sur le ring en talon ou pas? Non, en basket. D'ailleurs, il va peut-être passer de Nike à Adidas bientôt. Mais c'est une autre histoire. On nous dit pas, il faut dire une troisième marque. Puma. Puma. Bref, la WWE, c'est une machine à cash dans le groupe TKO. En 2023, c'est 383 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et en France, on s'apprête à battre un record avec les 2 shows qui nous attendent à la Défense Arena. C'est quand? C'est dimanche. Ce qu'on appelle un PLE, donc un pay-per-view, c'est un show majeur. Et après, vous aurez un show hebdomadaire qui aura lieu le lendemain. Et vous-même, vous faites du catch? J'en faisais avec mes petits frères quand j'étais jeune, c'était mon passe-temps. On avait même une échelle et une ceinture accrochée au plafond. Voilà. Moi, je préfère ça au MMA. Je trouve que le message. Mais le catch, ils se battent pas vraiment. Ouais, c'est ça. C'est que du spectacle. Oui, c'est du spectacle. C'est bien. Voilà. Eh bien, puisque je vous ai apostrophé, ma chère Corinne, vous allez pouvoir nous parlez-vous de la baignade, mais alors dans la Seine. Vous l'avez fait, la baignade dans la Seine? Alors, je ne peux pas faire la baignade dans la Seine parce que normalement, pour nager dans la Seine, il faut être un nageur confirmé. D'accord. Donc, il faut avoir. Il y a des piscines à organiser. Il faut avoir un test, avoir passé un test, etc. Que je ne réussirai pas, évidemment. Et puis, de toute façon, je ne mettrai pas un pied dans l'eau, vu la couleur qu'elle a. On n'a pas peur d'avoir des maladies de peau, un peu comme. Je sais pas. Il paraît qu'il y a eu 0 malade. Il y a eu 100 000 baigneuses et baigneurs sur l'Amérique. Alors, d'abord, il y a eu 100 000 baigneurs et baigneuses. C'est pas tout à fait exact. On a comptabilisé 100 000 passages. C'est-à-dire qu'on a comptabilisé et les baigneurs et les visiteurs. Bon, admettons. On peut quand même considérer que depuis l'ouverture de cette baignade, elles ont été fermées pratiquement la moitié du temps. Donc, ce qui est quand même inquiétant. Il a fallu mettre de l'acide performique pour purifier l'eau en cours de route parce qu'on n'arrivait pas à en venir à bout. On s'est retrouvé avec des hydrocarbures dans l'eau qu'il fallait enlever, transformer. Ça a été extrêmement compliqué. Moi, je trouve ça extrêmement incroyable quand on sait qu'on a dépassé 1,4 milliard pour rendre cette Seine baignable, entre guillemets, si tant est que ce mot existe, sans compter les spots dont vous parlez, qui sont disséminés un petit peu partout. On a construit quelque chose, enfin, on a élaboré un spot au Bras-Marie que l'on va supprimer parce qu'on s'était pas aperçu qu'il y avait un petit peu de trafic fluvial et que ça allait être un tout petit peu embêtant. Donc tout va à volo. Je vais juste rappeler, puisque ça s'est décidé en Conseil des ministres. Beaucoup d'entrées quand même, 23 500 entrées en une semaine au pic du mois d'août là.
Ouais, au pic du mois d'août. Mais enfin bon, c'est Paris. Il y a quand même du monde. Il y a des touristes. Il y avait beaucoup de curieux aussi. Donc je veux quand même juste rappeler qu'en Conseil des ministres aujourd'hui, il y a quand même une décision qui a été prise de la plus haute importance. Ne partez pas en week-end les 15 et 22 mars 2026. Ce sont les élections municipales. Et je vous invite à mettre fin à la gabegie financière de Paris. Bon. Merci. Voilà, message de l'opposition. Message de l'opposition. Voilà. Alors sachez qu'on a une très très bonne nageuse autour de la table, c'est Judith Belair. Ah oui, j'aime bien. Qui se lève très tôt le matin et qui aligne les 50 mètres dans la piscine. Oui, bon, je les aligne. Je suis pas non plus... 18 allers-retours l'autre fois. Oui, hier. Alors, ma bonne dame. Moi, je dis bravo, c'est le cycliste qui dit ça. En fait, il n'y a pas mieux que la piscine pour se détendre, les amis. L'eau, moi, j'ai d'autres idées, mais bon, si vous le dites. Non, mais... Voilà, parlons vrai sur Sud Radio. On arrête, c'est le coup de projecteur dans un instant. Allez, c'est parti. Près de 6 Français sur 10 veulent une dissolution plutôt, et de nouvelles législatives, selon un sondage IFOP. Oui, c'est un lapsus révélateur. Près d'1 sur 2 juge ce scénario inévitable, alors que François Bayrou demandera la confiance des députés le 8 septembre. En cas de blocage persistant, une majorité de Français estiment qu'Emmanuel Macron devra lui aussi quitter l'Élysée. Faites vos jeux. Vote de confiance, nouveau Premier ministre, dissolution de l'Assemblée nationale, destitution du président de la République. La tendance nous dirigerait vers la 3e option, d'où notre question sur le compte X de Sud Radio. Comme 63% des Français, êtes-vous pour la dissolution de l'Assemblée nationale? Et vous pouvez aussi nous appeler au 0826 300 300, que vous soyez pour ou contre d'ailleurs. Pour en parler, nous sommes avec Nicolas Gadoni, qui est chargé d'études Pôle Actualité et Politique de l'IFOP. Je rappelle que ce débat est organisé suite au sondage de l'IFOP. Bonsoir Nicolas, bienvenue. Bonsoir Judith Belair, bonsoir Frédéric Brandel. Bonsoir. Bonsoir. Alors Nicolas, est-ce que la démission d'Emmanuel Macron est vraiment un scénario envisageable en cas de dissolution ? Sur cette question, Judith, je ne sais pas comment vous répondre, en fait, dans le sens où on n'est pas effectivement dans la position du président de la République. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que pour 68% des Français, effectivement, la démission d'Emmanuel Macron, c'était pas simplement un scénario envisageable, mais un scénario souhaitable au cas où, suite à des nouvelles élections législatives, il n'y aurait pas de majorité à l'Assemblée. Donc, merci beaucoup Nicolas pour ces informations précises. Vous restez avec nous, on va pouvoir en discuter dans un instant pour le coup de projecteur. Il est 18h38 sur Sud Radio, à tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Judith Belair, Frédéric Brandel. Les deux vraies voix sont prêtes. Les deux vraies voix sont prêtes. Samuel Botton d'un côté, Corinne Tapireau de l'autre, Judith. Tout à fait, 18h42, c'est le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Dissolution, les Français disent oui. Selon un sondage IFOP sorti hier le 26 août, 63% d'entre eux veulent renvoyer l'Assemblée devant les électeurs. Près d'1 sur 2 pensent même que ce scénario est inévitable, alors que François Bayrou jouera sa survie lors du vote de confiance du 8 septembre prochain. Le constat est brutal. 64% des Français estiment qu'un rejet du gouvernement signerait l'ingouvernabilité du pays. Et en cas de dissolution sans majorité claire, 68% jugent qu'Emmanuel Macron n'aurait plus d'autre choix que de démissionner. Autant dire que la rentrée politique s'annonce explosive. L'idée d'une dissolution de l'Assemblée nationale tient donc la corde. Elle est souhaitée par tous les partis d'opposition qui, grâce au retour aux urnes des électeurs, ambitionneraient alors une majorité dans l'hémicycle. Mais évidemment, c'est pas évident. Toutefois, qu'ils y parviennent. Alors, l'idée d'une dissolution résout-elle vraiment le problème? Nous vous posons la question et continuez d'y répondre sur le compte X de Sud Radio. Comme 63% des Français, êtes-vous pour la dissolution de l'Assemblée nationale? Vous dites pour l'instant, et je vais vous donner précisément le résultat puisque ça traîne. Enchaînez Judith, je vais vous le donner dans un instant. Nous sommes avec Nicolas Gadoni, qui est chargé d'études de Pôle Actualité et Politique de l'IFOP, pour en parler. Alors Nicolas, justement, rebonsoir. Quand je vous ai posé la question juste avant la coupure, à savoir si la démission d'Emmanuel Macron est envisageable, vous m'avez répondu par les 68% de Français qui disent que justement, en cas de dissolution et de non-majorité à l'Assemblée, Macron n'aurait plus d'autre choix que de démissionner. Et si j'osais, 92% de nos auditeurs qui ont participé à la consultation souhaitent une dissolution de l'Assemblée nationale. Nicolas, ce qu'on entend, c'est un mécontentement généralisé et même carrément une inquiétude en fait.
Exactement. Comme vous le dites très justement, effectivement, cette inquiétude qui monte, on le voit. Les principaux sentiments associés à la France par nos répondants, en fait, c'est l'inquiétude, suivie par la colère, une colère qui monte, en fait, qui monte des 6 points par rapport à juillet 2025, et des sentiments qu'on pourrait considérer comme positifs, c'est-à-dire l'espoir et la fierté qui baissent, et dans les deux cas. Donc, effectivement, une situation qui semble assez critique, des Français de plus en plus inquiets, des Français de plus en plus en colère, et des Français, dans ce sens, c'est très intéressant, de plus en plus prêts à, comme on dit à l'époque, trancher les nœuds gordiens, c'est-à-dire et soutenir une dissolution de l'Assemblée et retourner au vote, en vote qui, par contre, n'aura pas effectivement, on ne sait pas quel type de résultat effectivement donnera. C'est-à-dire que le vote aujourd'hui n'assure pas, et on l'avoue en fait dans des enquêtes électorales qui ont lieu les mois précédents, en fait, une gouvernabilité. Bon, alors, Corinne Tapireau. Évidemment, les Français sont pour. Bon, je dis évidemment parce que les chiffres le disent. L'objectif, c'est de sortir de cette impasse politique parce que rien ne peut être voté. Simplement, rien ne dit que si on y repasse aux urnes, il va y avoir une majorité. Là, moi, j'ai vu quelques projections qui semblent ne pas donner une majorité claire. Il va y avoir 2 grands blocs et des blocs satellites qui seront un peu plus que satellites. On a 221 pour le RN, 120 pour La République En Marche. Oui. LR se maintient à 54 à peu près, et le NFP, dans une configuration NFP 160. auquel je ne crois pas, 161. Donc il y a 264 voix contre, faut le savoir quand même. Et en fait, on aura le même cas de figure. La difficulté, c'est peut-être de se poser la question. Alors, je comprends la colère parce que les sujets arrivent tardivement, on n'a pas de budget, mais la réalité, c'est peut-être de poser. Ces gens-là, ils ont été, au fond, ils peuvent pas s'entendre sur un programme. Ils s'entendent sur quel programme? Ils s'entendent sur des textes qui arrivent. Le budget, on n'a pas pu avancer sur le sujet. D'ailleurs, c'est l'entière responsabilité de Bayrou, à mon sens, parce qu'il a beaucoup traîné en discussion avant d'aboutir à quelque chose. Je pense qu'on aurait pu aller beaucoup plus vite, faire peut-être davantage de concessions, moins d'esbroufs et plus de véritables économies. Pour ce qui est de la démission du président de la République, il a clairement répondu qu'il avait été élu pour présider et qu'il présiderait jusqu'au bout, dont acte. Pour ce qui est de la dissolution, mais c'est quand même un vrai problème, parce que si l'Assemblée est aussi ingouvernable... Donc non, alors? Non, mais c'est pas ça, c'est que on attend encore 1 an, quoi. C'est encore une année de blocage. Qui approche très dangereusement des élections présidentielles d'ailleurs. Samuel Botton, le PS, tiens, vous savez ce qu'il veut pas? Il veut pas d'un retour du nouveau Front Populaire avec LFI. C'est pas une bonne nouvelle, ça? C'est une très bonne nouvelle, et c'est ce qui aurait dû être fait dès le début. Ou alors discuter au moins avec certaines personnalités de LFI, de Ruffin à Garrido, n'aurait pas posé problème. Mais pour tout le reste de cette frange, il n'y a malheureusement pas d'accord qui soit possible en âme et conscience. Après, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Parce que ça veut dire qu'il y aura encore moins de possibilités d'avoir une majorité. Mais je pense que le PS, et il l'a montré pendant les européennes, est dans une bonne dynamique et a les moyens de tenir la dragée haute, voire de faire jeu égal avec la France insoumise sur cette élection. Ça ne sera pas forcément un problème. Après, sur la question d'une dissolution, malgré les chiffres qui sont avancés, je ne pense pas qu'elle soit souhaitable. On fait une dissolution pour amener de la clarté. Et là, je pense qu'on va amener beaucoup plus de confusion. Aujourd'hui, la question de la démission d'Emmanuel Macron, elle n'est pas sur la table. Comme vous l'avez dit, il va présider jusqu'au dernier quart d'heure. Donc finalement, il nous laisse quand même un peu de marge avec ce dernier quart d'heure qu'il nous offre. Et j'ai envie de vous dire, il y a aussi une autre échéance très importante qui arrive, que Corinne a évoquée précédemment, c'est les municipales. Et il ne faudrait pas qu'une dissolution viennent court-circuiter tout le travail qui va devoir être fait par les différents élus qui vont se présenter. Donc vous n'êtes pas pour? Surtout, non, pas du tout. Je pense qu'à un moment, c'est aux députés de se mettre en responsabilité, de se regarder dans un miroir et de se dire, on va aller bosser ensemble. Et j'ai une solution très simple. Il vous reste 3 ans à faire. Vous prenez 5 sujets. Pouvoir d'achat, éducation, écologie, emploi et un dernier que je vous laisserai choisir. Santé peut-être. Santé. Et vous vous mettez en ordre de marche là-dessus. Vous faites un gouvernement d'affaires courantes parce qu'on ne pourra pas faire plus que ça. Et je pense qu'aujourd'hui, la clé réside soit dans la nomination
pour s'en débarrasser par la suite d'une personne de gauche, afin qu'on puisse définitivement court-circuiter LFI et dire voilà, on vous a donné, vous avez été censuré, merci, au revoir. Et après, il faut basculer sur une personne issue de la société civile. Nicolas Gadoni, qu'est-ce qui se dit je rappelle que vous êtes chargé d'études au pôle actualité et politique de l'IFOP. Qu'est-ce qui se dit en cas de dissolution de l'Assemblée nationale? Parce que là, il y a des chiffres qui ont été donnés, notamment par Samuel Botton. Est-ce que ça peut être regérable si on repasse aux urnes? Effectivement, alors si on passe aux urnes, la question c'est est-ce que, comme on disait avant, il y aura une nouvelle majorité, vous l'avez très bien évoqué, effectivement, et il n'y a pas de majorité qui aujourd'hui semble s'imposer, donc on se retrouverait dans une situation similaire à celle d'aujourd'hui, donc en fait dans une situation de gouvernabilité. Le problème c'est que dans cette situation de gouvernabilité, c'est exactement cette situation de gouvernabilité qui a engendré l'inquiétude, la colère, le désespoir en fait, et même d'une certaine manière la défiance progressive des citoyens face aux institutions nationales. Et c'est quelque chose qu'on mesure sur plein d'indicateurs, en fait. L'incapacité de l'État à prendre en charge les besoins des citoyens. On vient de le présenter récemment, en fait, et en enquête électorale, en enquête portant sur les revendications régionalistes. On voit très bien qu'il y a de plus en plus de personnes qui demandent une dévolution du pouvoir de l'État central aux pouvoirs régionaux parce que l'État central ne semble pas plus être en mesure de prendre en charge les besoins des citoyens. Donc ça c'est une option. Ça c'est une option. Ouais. C'est une option, effectivement. C'est une option qui, pour les coups, en fait, serait à envisager en cas de crise institutionnelle majeure. Par contre, en cas de dissolution, en fait, et donc de retour aux urnes, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, comme on disait avant, effectivement, il n'y a pas pour les Français d'autres voies possibles s'il n'y a pas de majorité qu'une démission du président de la République, ce qui ouvrirait en saison de instabilité majeure, parce qu'il y aurait, comme vous disiez justement maintenant, en fait, une élection municipale qui s'approche, une élection législative, une élection présidentielle en ordre de démission du président de la République et une éventuelle élection législative de suite. Bref, c'est la galère. Voilà. Merci beaucoup Nicolas Gadoni. On rappelle que vous êtes chargé d'études pôle actualité politique de l'IFOP. Merci pour votre participation à notre coup de projecteur aujourd'hui. Merci Corinne Tapiro. Merci beaucoup. Merci Samuel Botton. Merci à tous. Et puis à demain. Merci à Julien Delmas, notre réalisateur, à toute l'équipe aussi, Aude, Antonin, etc. Les infos, c'est Benjamin Paloris. C'est parti.